Super, bonjour. Bienvenue de retour sur Tech Europe pour parler de la santé digitale en Europe. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Madou et Florian Bonjour. de Eloa. Bon, nous allons parler d'Eloa, mais aussi d'autres sujets de la santé digitale. Vous nous direz dans quelques minutes de quoi il s'agit. Mais peut-être avant tout, si vous pouviez vous présenter et que nos auditeurs vous connaissent un petit peu, on peut peut-être commencer par toi, Madou. Merci pour l'invitation. Mathilde Desbois, moi j'ai 15 ans dans la santé, parcours académique de santé, parcours professionnel dans la santé, dans plusieurs univers, l'assurance mutuelle, première boîte en téléconsultation, et puis suite à un exit, du coup j'ai remonté une nouvelle aventure avec Florian. Et c'est en 2020 qu'on s'est rencontrés et on a tout de suite rapidement fité. Le même parcours, la même ADN, la même vision des choses, donc on s'est associés en 2020 et l'aventure continue. Et Florian, effectivement, depuis 5 ans à travailler sur Eloi, mais avant, j'ai eu une carrière qui m'a amené à créer une boîte en sortie d'école, le premier SaaS de gestion de cabinet médical libéral, et ensuite de travailler sur la première DTX à avoir un remboursement en France et en Europe dans le suivi des patients en oncologie. Mon métier, créer des produits et les amener évidemment entre les mains des patients. Et alors, Eloa, de quoi s'agit-il en quelques mots? Eloa, une application qui va permettre à chaque parent, dès la grossesse et à chaque étape de la vie de son enfant, d'en prendre soin et d'être acteur à 100% de la santé familiale. Ouais. Et prendre soin aussi de lui-même, parce qu'en général, un parent, dès qu'un enfant arrive, a tendance à s'oublier et à négliger sa santé. Et c'est des périodes de vie où tout va bien, donc on pense qu'on va bien, mais c'est là où commencent à s'installer les premiers signaux. Et en fait, c'est important de les suivre, parce qu'en fait, c'est pile à ce moment-là où si on les réajuste, on se maintient en bonne santé plus longtemps. Et c'est important aussi que les parents prennent conscience que leur bonne santé dépend aussi de la responsabilité de la santé familiale. Donc on accompagne vraiment cette diade. Ah, moi, je trouve ça super intéressant et vous vous souvenez tous les deux, j'étais assez sceptique la première fois qu'on s'est parlé, parce qu'on parle toujours de prévention, santé des familles. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui commencent en disant bah, j'ai eu 200 personnes, 500 personnes, on est en preuve de concept. Et là, on parle de 200 000 personnes qui utilisent l'appli, qui utilisent d'autres outils. Donc ça veut sans doute dire qu'il y a un besoin. Et j'ai l'impression aussi que c'est les parents individuellement, les familles, les enfants. Donc j'ai envie de dire, c'est que ça doit sans doute fonctionner. C'est ce que je me suis dit aussi au début. J'étais sceptique, mais s'il y a 200 000, c'est que ça doit sans doute fonctionner. Donc peut-être, dites-nous un peu les C'est un peu 200 000, voulu. comment ça marche un petit peu. C'est un peu voulu. Au début, on avait surtout des mamans qui venaient pour leur premier enfant. Aujourd'hui, on a toujours ces mêmes mamans qui viennent aussi pour le deuxième enfant, mais elles continuent sur le premier enfant. Donc on voit on continue de nous utiliser dans le temps. Après, ils n'ont pas la même typologie d'utilisation de notre application. Quand c'est le premier ou le nouveau-né, ça va être très régulier, ça va être mensuel. Quand c'est des enfants plus grands, ça leur permet de leur rappeler les habitudes qu'elles ont oubliées, les rendez-vous les supplémentaires, les vaccins, les check-up pour l'audition, ce genre de choses. On leur rappelle, ça permet d'avoir une sérénité de suivi de santé. Et donc, ils nous suivent dans la durée pour ça. Et après, au bout d'un certain temps, ils prennent soin aussi d'elles-mêmes, parce qu'elles ont plus le temps puis qu'elles prennent conscience aussi de la méthode à la santé. Donc elles vont ensuite basculer, et ça, on s'en rend compte à partir du 9e mois. Ok. Pas de grossesse, mais du 9e mois en postpartum, où là, elles vont dire, bon, bah, maintenant j'ai repris mon travail, potentiellement. Bon, avec mon enfant, j'ai trouvé un équilibre, et mon partenaire, j'ai trouvé un équilibre. Maintenant, je peux un peu plus souffler, prendre soin de moi, et donc là, elles vont commencer à en pencher aussi dans leur propre D'accord, santé. d'accord. Donc ça, c'est les typologies qu'on a le plus, et qu'on a dans le temps maintenant. Donc c'est la famille, les parents et Non. aussi les parents individuellement. Et voilà, et là où on a une évolution aussi, c'est que maintenant on a aussi le papa et on a aussi toutes les familles homoparentales qui aujourd'hui n'ont pas d'autres solutions, d'autres alternatives pour faire un suivi de santé familiale avec d'autres acteurs de santé. C'est gênant pour eux de parler avec des sages-femmes ou avec d'autres professionnels de santé. Dans LOA, ils ont accès à un suivi personnalisé, 100% algorithmique, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et il n'y a pas de ce côté jugeant ou stigmatisant. Mhm. Et donc on a aussi toute cette population-là qui vient aussi pour ça. Et ça, c'est les codes vraiment que recherchent aujourd'hui les utilisateurs d'applications de santé, hein. Savoir que côté maman, pour prendre ce parcours-là, toutes les grossesses commencent dans une app. Mhm. Et ça, comment on sait? C'est qu'on sait que les applications de suivi du cycle, aujourd'hui, ont inondé le marché. Qu'il y a des grands acteurs, c'est un peu un marché du winner take it all, donc on a un acteur en tête qui est Flow, qui a vraiment envahi au niveau mondial tous les marchés avec des stratégies très intelligentes de rentrer chaque marché
par une acculturation, un peu de traduction, un peu de langue. Oui. Et dès l'adolescence, c'est ça qui est Oui. intéressant, parce qu'en fait, à voir la population adolescente, c'est une population compliquée parce qu'elle ne paye pas. Mais l'avantage de les avoir au berceau, entre guillemets, c'est qu'après, elles vont rester longtemps, et quand elles seront en âge de pouvoir payer, comme elles ont tellement pris leurs habitudes et installées dans une note de confiance, qu'à ce moment-là, elles vont enclencher le paiement, donc ça peut s'écouler 10 ans. Et au bout de la 10e année, il y a un projet d'enfant, et là, elles vont utiliser une application où elles sont prêtes à payer. D'accord. Pour moi, il y a un deuxième élément qui m'a séduit et que j'ai vu un peu se réaliser depuis que j'ai investi dans Eloi, pour être transparent aussi. C'est qu'en fait, c'est pas juste une app de prévention avec plein de sujets où l'utilisateur peut lire des choses, avoir des conseils, etc. Bon, c'est une vraie app de suivi personnel. Et le sujet aussi, c'est que c'est pas que de la prévention, c'est aussi aider, plutôt orienter vers les professionnels de santé. Et il y a des thèmes un peu précis sur les besoins de santé tout au long je dirais, de la vie des parents, mais aussi de la vie de la famille. Euh, et notamment tous les sujets sur la vaccination, qui est un sujet évidemment clé, surtout au début, et les sujets de dépression postpartum. Bon, j'en cite deux qui ont été très approfondis et qui en fait adressent un vrai besoin, Sur lequel on même a si vous en avez d'autres. Donc peut-être si vous voulez nous partager un peu l'expérience et les retours que vous avez sur ces sujets-là, et nous parler, je sais pas, de cette prévention appliquée ou détection précoce. Florian causera sur la partie études Oui. cliniques, parce qu'évidemment, tout ce qu'on fait, on en fait des études cliniques, et on fait des études comparatives avec des CHU aussi, et c'est important de le faire, parce que c'est un gage de confiance, ça montre notre sérieux, et ça montre aussi qu'on mesure les choses. Mais sur la partie vraiment purement notre différenciation, c'est pas qu'une app de prévention, c'est que juste proposer du contenu, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, où on pose juste une question et on a une réponse, ça n'a plus de sens. ChatGPT. Voilà, exactement, ça n'a plus de sens. Ou Mistral. Voilà, voilà, c'est bien de citer aussi les Français. Mais en fait, l'enjeu, c'était. En fait, les parents ne savaient pas quoi poser comme question. Donc, utiliser une IA où on va poser notre question, mais déjà un biais dans la réponse. Nous, l'enjeu, c'était que notre outil pose les bonnes questions au bon moment, pas comme le parent, et la bonne réponse. Et en fait, c'est nous et notre application qui va interroger le parent, et au fur et à mesure de l'utilisation dans l'app, ça devient de plus en plus intelligent, et ça va proposer quelque chose de vraiment personnalisé sur l'enfant, mais aussi sur le parent. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'on oublie presque qu'il y a, c'est pas la problématique pour le parent, c'est qu'est-ce que je dois faire concrètement, comment je vais, qu'est-ce que je dois donner à mon médecin, qu'est-ce que je dois dire à mon médecin, et comment et à quel moment, à quel professionnel. Et en fait, nous, quand on détecte, quand tout va bien, on évite d'envoyer dans le professionnel de santé, c'est pas un jeu, on n'est pas là pour surcharger, bien au contraire, on prend en charge. Par contre, quand il y a besoin d'en parler dans l'aspect du parcours de soins à ce professionnel de santé, on génère un compte rendu médical que le parent, alors aujourd'hui c'est le parent qui va le donner, demain ça sera avec mon espace santé, ça sera déposé directement, le médecin y accédera tout de suite. Il y aura ce fameux compte rendu observationnel qui va permettre au médecin, lui, de savoir sur quel point d'attention il doit poser la question. Parce qu'on ne peut pas tout demander à un médecin généraliste de penser à tout. En 15 minutes de consultation, ils ne peuvent pas approfondir certains sujets. Et si le parent ne sait pas que ça c'est problématique et qu'il faut parler à son médecin, il passe à côté de quelque chose. Enfin, nous, on est là pour ça. C'est complètement ce sujet d'errance diagnostique qui est prédominant dans le développement de l'enfant. On parle beaucoup des troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, le parent, dans 61-71% des cas, a déjà repéré qu'il y avait un comportement différent de son enfant et ne sait pas comment en parler au médecin. Le seul moyen de s'assurer qu'on ne va rien laisser passer, c'est de s'assurer que sur toute une population, la population va recevoir le même set de questions et va du coup passer sous les mêmes fourches d'analyse. Et c'est ce qu'on fait avec Eloi. On redonne en fait à chaque parent, qu'il soit chaque parent qui soit suivi par une équipe médicale avec un pédiatre qui est peut-être spécialiste de cette question ou un médecin généraliste qui est peut-être moins spécialiste du neurodéveloppement, en fait les parents dans Eloi vont avoir les mêmes questions. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de différence de prise en charge suite à la constitution de l'équipe médicale. Et ça, c'est, je pense, une belle promesse, et c'est ce que permet aujourd'hui la tech, c'est redonner les mêmes chances à des personnes qui sont dans des bassins de population, dans des bassins de densité médicale potentiellement très différents. Et là, vous couvrez très bien la France. On couvre très bien la France, parce qu'on a un modèle justement qui fonctionne aussi bien dans la Sarthe, où il n'y a plus de pédiatre quasiment, que en Île-de-France, qu'on peut voir un pédiatre potentiellement en secteur 2 si c'est nécessaire.
Et c'est quoi les réactions des généralistes ou des médecins? Parce qu'effectivement, est-ce qu'ils ont l'impression d'être dépossédés ou est-ce Ça, qu'ils c'est ont quelque chose l'impression qu'on d'avoir a un souci mesuré. majeur? En fait, au début, on ne savait pas. Donc, on a fait une étude. On est parti du principe qu'on allait interroger les médecins pour leur demander comment finalement ils accueillaient le produit. Et dans la première étude qu'on a publiée du coup en début 2022, bon, ce qu'on a montré, c'est qu'on était capable d'aller repérer ces troubles de neurodéveloppement. Mais comment on sait qu'on l'a repéré? C'est qu'on a interrogé les patients, donc les parents, sur la prise en charge qui a été faite suite à l'orientation décidée par Éloi. Si on a orienté un parent vers le clinicien fait son travail de clinicien et décide de mettre en place une surveillance, un traitement, ou de dire aux parents qu'a priori tout va bien et que c'est une étape normale du développement. Et en fait, l'avantage de produits comme Eloa, c'est qu'on peut faire la feedback loop complète. On oriente le parent si c'est nécessaire. Et Madou, comme tu disais, la plupart du temps, tout va bien. Mais quand c'est nécessaire, on l'oriente. Et ensuite, on est capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé, toujours en interrogeant le parent. D'accord. Et en fait, Eloi devient un outil du médecin ou c'est un concurrent du médecin ou comment est-ce qu'il voit ça? Non, c'est un complément. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un pédiatre qui l'a très bien dit, c'est les yeux et les oreilles du pédiatre, Mhm. entre deux rendez-vous obligatoires. Et ben on est ça. Parce qu'en fait, c'est difficile pour un parent de se rappeler tout ce qui s'est passé en un mois. Il va pas penser à tout, il va juste penser aux deux, trois problèmes aigus. Il a eu une diarrhée, il a vomi, ça il va le dire parce que c'est marquant. Mais il va pas penser aux étapes par exemple du neurodéveloppement, est-ce qu'il va suivre, il va me suivre du regard, est-ce qu'il interagit correctement, ils ne savent pas, ça les parents. Donc ils vont pas le notifier. Et un médecin n'a pas forcément toutes les alertes et l'attention nécessaire et la disponibilité médicale pour pouvoir le faire en une consultation. D'ailleurs, c'est des choses qui sont diagnostiquées dans le temps, il faut parfois 6 mois pour les diagnostiquer, parce qu'il y a justement les phases où la plasticité neuronale met du temps. Donc c'est pas quelque chose où on va se précipiter. En revanche, les premiers signaux faibles, ils peuvent être vus. Et nous, on est capable de les voir et de les mesurer. Il y a On les sensibiliser. un exemple, on a beaucoup parlé des troubles neurodéveloppement parce que nos études ont commencé là-dessus. Mais là, depuis quelques temps, on s'intéresse aussi au métabolisme de manière plus générale, Oui. et notamment au repérage précoce et diabète de type 1, pathologie qui est en augmentation. Et quand les parents n'ont pas été concernés eux-mêmes par cette question-là, le repérage peut être très compliqué, des fois long et du coup douloureux pour tout le monde. En essayant d'interroger le parent de manière un peu plus systématique, Mhm. eh ben, on va plus rapidement repérer des choses qui peuvent être plus rares en termes d'incidence. D'accord. Donc en fait, vous guidez un peu les questions à se poser et vous avez un peu un dossier médical C'est continu, ça. tout en étant, ça c'est l'autre Complètement sujet qui est neutre. ici, vous êtes non invasif, c'est-à-dire que c'est des questions Qui sont glissés qui sont dans un glissées sujet un peu avec... de tous les jours, Exactement. mais qui justement en prenant ces signaux faibles permettent de détecter des sujets sur lesquels il Et faudrait creuser. en les combinant avec tout l'historique qu'on a, évidemment avec l'accord du parent, hein, avec tout son historique dans le temps, ou des fois c'est un historique de 2-3 mois, ça suffit, hein, et ben on arrive à dire là c'est normal ou là c'est pas normal, on a des ordres décisionnels qui travaillent là-dessus. On a quand même une équipe de 35 médecins qui, eux, construisent ces questions. On a une équipe qui retravaille pour le vulgariser, parce que tout à l'heure on parlait d'un maillage national, mais pour pouvoir garantir un maillage national et toucher toutes les populations et être accessible, il faut quand même une équipe qui arrête ce jargon médical et rendre complètement accessible. Et évidemment, pour s'assurer que quand un parent répond, il ne fasse pas des faux positifs ou des faux négatifs. Donc, il faut s'assurer que la vulgarisation pour le grand public corresponde bien au bon jargon médical et qu'on mesure quand même correctement les choses. Donc, il y a toute cette équipe-là qui construit des algorithmes et qui fait en sorte de suivre dans le temps, s'assurer que tout fonctionne bien. Et après, pour le parent, c'est complètement indolore parce que lui, il a son suivi. Ça lui permet au quotidien d'avoir un parcours très personnalisé, donc il le perçoit comme ça. Mais quand il y a un besoin, une alerte, oui, on saura nous notifier correctement dans l'aspect du parcours de soins, dans une continuité de soins, le renvoyer vers son médecin. Donc si je suis un parent et que je veux aller enfin, prendre l'app et aller dessus, donc l'appli c'est Eloa, c'est ça? C'est Eloi sur les stores, donc Google et Apple. D'accord. Téléchargement gratuit. Eloa. H-E-L-O-A, exactement. Voilà. Donc disponible sur les stores gratuitement, on peut la télécharger. Il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes, mais qui restent accessibles. D'accord. Donc c'est quelques euros par mois ou 40 euros en annuel. Et on a aussi des partenaires mutuels assureurs qui peuvent prendre certains partenaires en charge cet abonnement. Mais la partie suivi pédiatrique, aujourd'hui, elle est gratuite en France. Et donc ça permet vraiment aux parents de pouvoir
démarrer, initier et faire un premier suivi et avoir le premier contenu accessible. Alors, j'aurais aimé passer à un autre sujet. Bon, comme vous savez tous les deux, je suis aussi entrepreneur, donc comme investisseur, mais aussi entrepreneur. Et évidemment, le sujet d'équipe de fondateurs de départ est super important. Moi, sur Ballas Invest, j'ai commencé quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma carrière, c'est-à-dire de faire du family business, donc travailler en famille avec mon fils Auguste. Évidemment, avec beaucoup d'atouts, parce qu'une énorme proximité. Beaucoup d'atouts aussi, parce que c'est assez direct, et puis on connaît très bien les qualités et les défauts de l'autre, ou en tout cas les manques qu'il faut combler de l'autre. Donc c'est quelque chose, ayant démarré une nouvelle aventure, que je trouve super, parce que c'est aussi un apprentissage continu, et puis c'est une valeur continue très flexible, ce qu'il faut aussi dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un petit peu la formule qui fonctionne bien pour moi. J'aurais aimé que vous me parliez un peu de votre binôme fondateur. C'est vrai que c'est un binôme avec un bagage très différent. Bon, comme tout le monde l'aura vu, un binôme homme-femme, c'est pas courant, mais dans un sujet de santé des familles, ça permet sans doute d'avoir de la sensibilité sur les différents sujets. Et moi qui côtoie beaucoup de startups, c'est vrai que généralement, déjà, il y a très peu de fondatrices femmes et il y a très peu aussi de binôme fondateur ou d'équipe fondateur qui est mixte. Voilà. Donc je suis persuadé que ça ajoute beaucoup de valeur. D'ailleurs, je vous vois un petit peu opérer et sur le sujet, je pense que ça amène énormément de choses. Mais si vous pouviez un peu partager avec les auditeurs, qu'est-ce que ça amène? C'est quoi les plus que vous trouvez tous les jours, et j'imagine dans les deux sens. Et peut-être aussi, est-ce que vous avez eu des défis au début pour vous caler et que chacun ait le bon rôle? Grande question. En fait, il y a un truc que je veux vraiment dire en intro. Euh, c'est un binôme effectivement qui est mixte, mais moi je le vois pas spécialement comme ça, parce que c'est deux cerveaux qui fonctionnent différemment. Et C'est vrai. le fait qu'il y en ait un masculin, l'autre féminin, en fait, là, on apporte assez peu, bon, c'est une info parmi d'autres, mais la réalité, c'est que ce que l'on entreprend avec Eloa est tellement grand. C'est-à-dire qu'on amène aujourd'hui la santé de la famille, c'est le seul sujet de famille qui est vraiment universel. Et qu'on va être aujourd'hui en France, comme on l'a déjà démontré, ou en Inde, ou aux États-Unis, il y a des enfants qui naissent, qui arrivent dans des familles qui ont des besoins de santé. Donc déjà, ça c'est énorme. Et pour pouvoir adresser ce sujet énorme, ça ne pouvait pas être un seul cerveau, il en faut beaucoup. Mais dans ces cerveaux, il en faut beaucoup, mais il y en a toujours deux. Suffisamment fou. Voilà, et il faut trouver les gens qui sont capables de démarrer ça et de se dire, ah oui, donc dans 4-5 ans, peut-être on va équiper 50-60% des familles sur le globe. Donc, dans les années avant, comment on va construire ça, sachant que c'est un pari tellement fou que trouver des gens pour nous accompagner, nous financer, construire la boîte avec nous est déjà très difficile. Bon, bah, c'est pas ça. Et je trouve que là, le point où on s'est rejoint avec Madou, c'est que on avait chacun construit une boîte, donc on avait vu ce qui avait bien fonctionné dans la santé. On savait qu'on voulait repartir dans la santé. Alors, c'est pas toujours le cas. Des gens qui ont déjà fait une boîte dans la santé ne souhaitent pas forcément en refaire une autre du fait de l'impact réglementaire extrêmement lourd et qui est un frein à l'innovation énorme. Mais déjà, il y avait cet aspect. Et le deuxième aspect, c'est aussi être chacun conscient de ses compétences. Dans mon cas personnel, je savais que le produit et le fait de faire grossir une équipe et de faire en sorte que cette équipe puisse fleurir, ben, c'est pas dans mes traits, aucun côté un peu brutal et voilà. J'avais besoin aussi de quelqu'un pour complémenter ça. Construire l'équipe, mais faire en sorte que les choses démarrent. En fait, au début, j'étais vraiment à la recherche d'un directeur ou d'une directrice des opérations, qui est un rôle qui est, à mon avis, souvent, comment dire, on le recrute beaucoup trop tard dans beaucoup de boîtes. Ce qui fait que beaucoup d'énergie est passée au détriment des sales, de la construction de la marque, etc., sur les opérations. Mais en réalité, Badoo ne fait pas beaucoup de direction des opérations parce qu'on se rend compte qu'on est dans la vie d'une boîte où en fait, on doit construire un produit
l'équipe pour construire ce produit et faire des milliers d'expérimentations chaque mois sur beaucoup d'aspects, que ce soit technologique, marketing, produit, vente. Et donc en fait, c'est vraiment un rôle de co-founder. Mhm. Et on a fait une évolution, je pense, assez rapide entre directeur des opérations, qui était le sujet pour lequel j'ai contacté Madou au début. Et ce rôle m'intéressait et je savais que Madou l'avait opéré avec succès dans d'autres startups. Et je me suis rendu compte que euh, en fait, on n'allait pas pouvoir chercher et attendre la validation ou un mandat de délégation de compétences à chaque fois. Ouais. Vu la quantité de choses à faire, il fallait qu'il y ait un partage. Et pour qu'il y ait un partage, il fallait quelqu'un qui accepte de monter au capital, du coup d'injecter aussi des moyens financiers, comme tout le monde l'a fait aujourd'hui dans l'équipe de direction, mais aussi être capable de dire, tiens, bon, ben, je vais prendre ce sujet-là et je vais le mener à bien euh, en étant le lead dessus. Et ça, c'est vraiment pour moi le rôle de Ouais. co-founder, c'est des gens qui vont être sur des sujets différents et se confier, dire, bon voilà, tu es lead sur tel sujet, je suis lead sur tel sujet, et on avance en parallèle, on se Oui, synchronise. ça veut pas dire qu'on ne suit pas ce que fait l'autre, hein. On Ouais. est quand même toujours en train de se synchroniser. Mais aujourd'hui, on arrive à bien se synchroniser, mais ça nous a pris du temps, puisqu'on ne se connaissait pas avant, on n'était pas amis non plus. On était dans deux réseaux, pourtant on a sorti dans deux réseaux qui ne cohabitaient pas. Donc on s'est vraiment découvert en 2020. On a des vies perso différentes aussi, donc Florent est plutôt dans une situation de parentalité, moi pas, donc on n'a pas les mêmes niveaux d'investissement possible Ouais. non plus dans l'entrepreneuriat, donc ça nous a pris du temps de nous synchroniser. Et enfin, du temps, et en même temps, on a réadapté assez vite, parce qu'en 2021, on a revu la cap table Mhm. pour que ce soit plus rééquilibré entre nous par rapport à notre niveau d'investissement. Et pour le coup, on s'y est mieux retrouvé. On n'a pas honte de dire aussi qu'on s'est fait coacher. C'est important aussi, parce que ça, c'est pas toujours ça. Ouais. Ouais. Pour apprendre à mieux se connaître, à mieux voir aussi nos zones de génie, où là, ça allait marcher, pas marcher. C'est aussi pour ça qu'on a réadapté aussi certaines fonctions chez nous. Et aujourd'hui, pour le coup, ça marche très bien. Mais ça nous a pris un peu de temps. Mais Et ça qui s'est fait s'occupe un de peu. quoi alors? Alors, moi, je suis plutôt en interne. Ouais. Et donc, je gérais toute la partie équipe, produit, marketing, mais vraiment tout ce qui est interne, ce qu'on ne voit pas, la partie non visible. Et pour le coup, Florian, on est vraiment sur l'externe. Alors, tout ce qui est. Mais pas avec les clients finaux du produit, les utilisateurs finaux du produit. Dans mon sujet, c'est surtout les partenariats, le D'accord. développement de l'activité en B2B ou avec des partenaires institutionnels. Ou la vente. Effectivement, Ouais. La c'est vente, la la relation vente. client. Et le marketing, parce que tu sais, on est dans la santé, donc aujourd'hui on fait de la vente indirecte. Mhm. Quand on va sur un événement où il y a le ministère de la Santé, c'est l'occasion de toucher des influenceurs indirects, de construire un certain nombre de relations, mais qui ne font pas de la vente directe, mais qui nous assurent une position à long terme qui soit en faveur et alignée avec nos objectifs. D'accord. Des Et fois, toi, tu fais aussi la finance. Je fais la finance, alors de plus en plus avec Florian maintenant. Ouais. On a un peu revu en fonction de disponibilité. Mhm. Moi, je prépare la partie financière et les projections financières. Et Florian, pour le coup, gère toute la partie relations investisseurs. D'accord. Voilà. D'accord. C'est une manière équilibrée de travailler. Qui est Toujours aussi un expert. peu, qui est aussi un peu de la vente. Et du marketing. C'est Aujourd'hui, le meilleur chose de la vente et du marketing. c'est la vente parce que quand tu fais de la vente pour lever des fonds ou faire de la vente pour vendre un produit, c'est toujours projeter une image future de ce que va être le partenariat Ouais. et s'assurer que les deux parties en aient pour leur argent. Donc oui, c'est de la vente. Et, Alors, en parlant c'est de la vente aussi. de projeter l'image future, l'expansion internationale. Mm. Parce qu'effectivement, vous aviez démarré sur la France, c'était important de pas commencer à s'internationaliser en ayant 2000 familles collectées, mais avec 200 000, on commence à avoir une bonne couverture, même si le potentiel évidemment est bien supérieur en France. Mais là, vous avez commencé à vous internationaliser. Mm. Dites-nous un peu pourquoi, et sans nécessairement donner des éléments confidentiels ou concurrentiels. Peut-être Voilà, quelle est un petit peu, quelle est un peu la vision? dans les grandes lignes, nous on est toujours dans une approche d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on veut tester les choses avant de décider Oui. sur la base de la data si on va y aller. Et il y a une intuition qui est très forte depuis le début, c'est que le potentiel des lois est global. Ce potentiel global, il faut Il est le global mesurer. parce qu'il est 100% algorithmique. Oui, Et l'expertise médicale française est très recherchée ailleurs.
Il y a D'accord. beaucoup de gens qui viennent en France pour se faire soigner parce que la qualité médicale en France est reconnue internationalement. Donc nous, on a aussi cette force-là, c'est qu'on a l'expertise médicale, qu'on a su mettre dans des algorithmes, qu'on peut facilement étendre sur notre marché. Mais maintenant, il faut vérifier que les autres marchés soient réceptifs à la proposition de valeur. Donc là, en septembre, on a fait quelque chose qui est assez exceptionnel pour nous. C'est qu'on a lancé Eloa dans d'autres stores en version anglaise. D'accord. Donc sur un périmètre restreint, parce qu'on est encore dans du try and learn, mais ce périmètre restreint commence déjà à frétiller sur certains marchés, donc on regarde ça avec beaucoup d'attention. Comme vous savez, moi j'y crois beaucoup, Mm. évidemment à l'international et en anglais, évidemment. Ce que tu disais, bon, les familles sont différentes d'un pays à l'autre, mais il y a un certain nombre de questions fondamentales qui sont clés. Et le sujet aussi cœur de Eloi, qui est les signaux faibles, Mm. et se poser des questions un peu au quotidien, pas toujours formalisées dans un livre de médecine, c'est aussi un peu comme ça que fonctionnent les familles. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu une clé qui doit pouvoir fonctionner à l'étranger. Alors on ne va pas citer tous les pays de test, hein, ça fait partie aussi de la stratégie spécifique d'Eloi. Mais clairement, en dehors de la France, bon, l'Europe, c'est sûr. Ah. Puis après, il y a l'international et on pourra En fait, éliminer assez facilement on les peut grands prendre- pays, on peut notamment prendre les un US. Sans doute. En fait, tous les pays où, regarde, tout à l'heure on parlait de santé des femmes avec Flo. Mhm. Ce qu'on a vu sur la santé des femmes en France, c'est un changement assez majeur avec beaucoup de gynécologie médicale qui n'est plus chez les spécialistes en gynéco, qui est passé chez les sages-femmes. Donc, Mhm. une redistribution des rôles finalement dans le suivi de la santé. Ce qui se passe en pédiatrie en France, c'est qu'on a de moins en moins de spécialistes en pédiatrie, en tout cas disponibles pour de la consultation générale et de suivi, et qui font de plus en plus un travail de médecin spécialiste, donc plutôt d'analyse et d'orientation en deuxième ligne. Le sujet qu'on voit là de transformation du système de santé français, il est déjà à l'œuvre dans plein d'autres pays, que les systèmes de santé soient socialisés ou pas. Il y a beaucoup de pays où finalement les parents voient au quotidien un dispensaire ou voient un family physician avec du coup une connaissance de spécificité des besoins en pédiatrie ou de la santé du parent spécifique à son parcours de parent qui est généraliste, et c'est très bien, mais les parents dans tous ces systèmes de santé peuvent être outillés pour être encore plus efficaces quand ils veulent porter leur propre parole ou celle de leur enfant. Oui, puis on a tendance à oublier que la plupart des pays, la santé est coûteuse. Ouais. Et que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et que là, on leur met à disposition un outil qui leur permet d'avoir de la qualité médicale, de la fiabilité médicale, un vrai suivi pédiatrique dans le temps, et de la santé de la famille, pour un coût qui est moins cher qu'une consultation médicale dans ces pays-là. Donc forcément, ça prend facilement dans les discours et dans la pensée des familles quand on distribue. Alors, L'enjeu, ouais. en fait, l'enjeu en termes de santé de la famille, c'est globalement, au niveau mondial, on voit des laboratoires qui distribuent par exemple la vaccination, et on voit qu'il n'y a pas de lieu sur la Terre où la vaccination ne s'est pas développée. Mhm. Le calendrier vaccinal, il est relativement équivalent entre les pays du fait des normes OMS. Après, il y a évidemment certaines maladies ou certains âges auxquels on va plus loin ou moins loin suivant les budgets des pays. Mais il y a déjà une harmonisation de ce besoin. On sait que la santé de l'enfant est finalement le sujet qui est le plus précieux à travers toutes les sociétés. Maintenant, la pénétration du smartphone est énorme dans toutes les sociétés au niveau mondial, et la fusion des deux paraît inéluctable. Moi, on arrive bientôt à la fin du podcast là, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment séduit, et pas simplement quand j'ai investi, mais depuis que j'ai investi, c'est que ce qu'on appelle le B2C, ou le soin patient, donc pas faire des apps ou des sociétés de soins digitales qui sont tournées vers les big pharma ou vers la medtech, mais vraiment vers le patient et dans ce cas-ci les familles. C'est un vrai besoin, mais c'est sans doute le chemin le moins facile en Europe. Et là, clairement, sur on va dire les 2-3 premières étapes, Eloi a trouvé un chemin. Le nombre de familles intéressées dans sa politique et de valeur, le contenu qui est très médical et très aussi basé sur des données versus des croyances, est très solide.
très solide et dans toute une série de publications que les auditeurs pourront aller chercher sur la vaccination, sur le postpartum et d'autres qui justement donnent une validité énorme au sujet. Et puis je reviens sur ce sujet des signaux faibles, pour avoir travaillé quand même 25 ans dans la pharma, pouvoir numériser et mettre dans des algorithmes des signaux faibles. Certains médecins qui vous avez parlé vous diront oui, en fait c'est le mode d'interrogatoire médical qu'on suit, et donc pouvoir le numériser c'est très bien, tout en n'essayant pas de prendre la place des médecins, mais plutôt en facilitant ou en préparant justement la consultation médicale qui en fait devient plus efficace vu le temps disponible des médecins. Donc moi je suis très très séduit. Alors c'est sûr qu'il y a toute une série de challenges, on va pas non plus les oublier, on va pas les oublier, on va pas se mentir, etc. Mais c'est intéressant de voir, en fait c'est plus que je listais, qu'en fait à mon avis vous avez mis dans votre bagage un peu comme, c'est un peu des acquis, on va dire, ou des haies qui ont été passées avant la suivante. Je pense que l'internationalisation dont on parlait est un vrai sujet, parce qu'évidemment ça va donner de l'échelle et de l'accès au marché de façon significative. Et peut-être je dirais, si vous aviez, c'est quoi les 2-3 autres défis que vous essayez d'adresser pour le moment? Alors, on a passé effectivement des grands jalons, notamment la validation médicale. Ça nous a pris quand même 2 ans de R&D. Et pour les études cliniques, c'était assez fastidieux et long, mais nécessaire, parce qu'on voulait vraiment bien faire les choses et les construire intelligemment. Ça, c'est notre vécu d'entrepreneur dans la santé, où pour le coup, on n'avait pas forcément fait dans cet ordre-là, mais on a voulu monter les étapes. Parce qu'on sait que c'est une vraie différence dans le temps qui nous permettra de nous maintenir dans la durée. Et là, grâce à ça, aujourd'hui, ce qui fait qu'on va pouvoir s'installer durablement et être auprès des familles et dans l'écosystème de santé, c'est toutes ces étapes qu'on a passées auparavant, qui maintenant va nous permettre de travailler avec des acteurs publics et privés en France, pour justement permettre aux parents et à toutes les familles en inclusion avoir vraiment une accessibilité totale. Donc, les personnes qui ne pourront pas accéder à 40 €, il y aura un moyen pour elles d'y accéder quand même. Et pour celles qui peuvent, elles pourront continuer à utiliser l'OR classiquement. Et là, les grandes étapes, ça va être l'international, dupliquer ça dans un autre marché où la culture n'est pas la même. Certes, il y a une standardisation dans le suivi pédiatrique, mais la manière d'aborder la culture, la réglementation est différente. Donc ça va être quand même pas évident. Et on voudrait, et comme là on a mis à disposition sur plusieurs marchés, ça ne prend pas que sur un seul marché, donc c'est comment on va gérer les autres en parallèle, parce qu'on ne pourra pas être sur tous les fronts, Bien sûr. tout en garantissant un bon développement en France aussi. Ça, c'est un vrai défi. Et tout ce qui relie tout ça, en fait, c'est vraiment une démarche de santé individuelle. Parce que tu as utilisé le terme B2C tout à l'heure, et finalement l'utilisateur est un client, mais c'est pas forcément le payeur. Comme ce que vient d'expliquer Madou, on va travailler avec les gouvernements, on va travailler avec les assureurs, donc c'est vraiment l'individu. Et tout Eloa est tourné vers cette volonté et cette réalité, c'est qu'on a un impact sur la santé individuelle, soit directement du parent, soit par son intermédiaire d'un autre individu qui est l'enfant. Mais avec potentiellement le réseau de tiers payeurs qu'on connaît bien dans la santé. Super intéressant. En tout cas, merci Florian, merci Madou. Et je vais conclure là. Peut-être vous avez un petit mot, ou un dernier petit mot à partager avec nos auditeurs. Mais écoute, très content d'être sur le podcast parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de continuer à démarrer des projets, alors que le contexte est plus difficile pour les démarrer, du point de vue du financement, la réglementation. Mais en fait, l'innovation dont on va profiter tous dans 5 ou 10 ans, il faut la démarrer maintenant. En tout cas, chez Eloa, on n'arrête pas l'innovation, on continue et on sait que les années qui vont venir vont être très très différentes pour la santé individuelle, notamment grâce à nous. Évidemment pour un monde meilleur. Super, merci à tous les deux. Merci. Et ce podcast donc, sera disponible sur Tech Care Europe, sur YouTube, Spotify et les autres podcasts que vous connaissez. Et à bientôt. À bientôt. Merci.